Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette table ronde organisée par Arval en pleine semaine de la mobilité. Alors nous avons rassemblé autour de la table des experts pour nous parler du marché automobile, du leasing et de l'impact qu'a eu la crise du coronavirus sur ce marché. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter mes invités. Alors à ma gauche, Philippe Kahn, vous êtes manager New Mobility auprès de l'entreprise de leasing Arval. Bonjour. Bonjour. Nous avons Vincent Houard, vous êtes Head of Consulting and Arval Mobility Observatory. Ça, vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est. Oui. Bonjour. Xavier Debuc, alors vous êtes directeur B2B chez Touring. Et enfin, Tien van Grunderbeek, vous êtes Fleet Manager, donc dans une entreprise de consultance, Business and Decision. Et vous, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous gérez une flotte d'à peu près 300 véhicules. Donc vous avez de l'expérience dans la thématique que nous allons aborder. Alors, avant de commencer, je souhaite la bienvenue à nos téléspectateurs qui nous suivent en vidéo, donc en streaming, en direct. Peut-être de chez eux, peut-être du bureau, puisque en ce moment, le home working est à la mode. Et puis, je souhaite également la bienvenue aux journalistes, puisqu'on m'a dit qu'il y avait un certain nombre de journalistes qui nous suivaient. Et je vous invite à poser vos questions qui me seront transmises sur mon téléphone, donc en direct. Dès que j'ai une question, je la soumettrai à mes invités et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, je vais m'adresser à Vincent Houard, l'Arval Mobility Observatory, donc en français l'Observatoire de la mobilité d'Arval. C'est un groupe de réflexion indépendant qui sort chaque année un baromètre. Un baromètre a été publié au mois de juin qui montre une tendance assez claire sur le marché, vers une transition plus écologique et vers une évolution, vers une mobilité plus alternative. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça quelques inputs, quelques chiffres qui démontrent cette tendance de fond? Oui, en fait, donc effectivement, l'Arval Mobility Observatory, c'est un think tank qui a été créé par Arval il y a une vingtaine d'années et dont le but, c'est d'animer le secteur fleet et mobilité, sur les sujets qui les concernent. Donc chaque année, on sort un baromètre. Et que nous dit ce baromètre cette année-ci? 69% des sociétés. Donc d'abord, j'aurais peut-être dû préciser que donc on a interviewé cette année-ci 304 sociétés. Donc 69% des sociétés ont déjà installé une solution de mobilité alternative aux véhicules. Et que 72% des sociétés ont installé une solution de motorisation alternative aux véhicules ou motorisation standard, donc aux motorisations thermiques diesel et pétrole. Donc 72% ont installé donc une motorisation alternative ou prévoient de le faire dans les 3 prochaines années. Alors ces deux chiffres, parce que c'est un baromètre à la fois local et à la fois européen, nous place en fait en Belgique dans le top 5 des pays les plus avancés en la matière. D'accord. Voilà. Alors, il me semble que ce baromètre, en tout cas le sondage que vous avez effectué, date d'avant le confinement, d'avant la pandémie. Oui. Alors, est-ce que ces chiffres, on peut les remettre en question maintenant, puisqu'on est en pleine crise sanitaire, ou en tout cas, on espère qu'on en sort, mais le coronavirus est venu jouer les troubles faits? Oui, effectivement. En fait, en termes de mobilité, en termes de motorisation alternative, pas trop. Je dirais même que ça va peut-être accélérer les choses pour une question peut-être économique, dans le sens où maintenant l'ensemble des acteurs économiques sur le marché ont peut-être un petit peu plus attention aux finances, donc on regarde un petit peu davantage aux différentes solutions présentes sur le marché. Par contre, pour la mobilité alternative, les mesures d'hygiène étant ce qu'elles sont actuellement, le transport public, il y a une baisse de fréquentation. Tout ce qui est transport partagé, évidemment, n'est plus sollicité par les entreprises. Tout à fait, mais je pense qu'on va y revenir à tout ça. Ce baromètre est un bon point de départ pour parler de nouvelles stratégies, parce que
on l'espère, dans l'ère post-coronavirus. Et les entreprises ont dû s'adapter. Alors, je m'adresse à Philippe. Alors, j'imagine que vous étiez déjà en train de travailler sur des nouvelles stratégies. Comment est-ce que vous êtes adapté? Est-ce que vous avez dû accélérer le processus? Je crois pas. On n'a pas dû accélérer le processus. Je crois tout ce qui est cette transition au niveau de tout ce qui est mobilité, où je dirais, la voiture toujours été au centre et est au centre, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. C'est une stratégie plutôt quelque chose à long terme. Est-ce que Corona a un impact directement là-dessus? Je n'y crois pas tellement. Je dois dire, comme c'est plutôt quelque chose dans le cadre de la discussion qui tourne autour de tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est CO2, diminution des émissions CO2. C'est dans toute cette discussion, je dirais aussi sociétale, où on voit, il y a le climat, il y a toutes des choses comme ça, et il y a la responsabilité des sociétés. C'est un changement de mindset qui se passe gentiment, lentement, et on voit, c'est une discussion qui est en train de démarrer. Et on a des clients, on travaille avec des clients qui sont déjà assez loin, et puis il y a encore certains clients c'est tout à fait nouveau. Mais je dirais pas que gérer toute la situation Corona, peut-être même été un petit stop entre les deux, parce que il y avait d'autres préoccupations, la santé des gens, comment ils arrivent au travail, comment ils travaillent, etc. Par contre, il y a aussi là quelques éléments qui ont quand même peut-être un impact. Comme par exemple, il y a 6 mois, de travailler à domicile c'était, je dirais, pour beaucoup de sociétés, même pas discutable, même pas pensable, ou bien peut-être une demi-journée, une journée par semaine, occasionnellement. Mais aujourd'hui, ça devient le nouveau normal, et on va voir maintenant comment ça va évoluer. Est-ce que les gens vont retourner dans les bureaux ou pas, ou est-ce qu'il y a quand même une partie qui va continuer à rester à la maison? Mais alors concrètement, parce que là on parle de façon assez concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Alors, vous venez de parler du home working, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça, non. Et comme au début de votre question, quand on parle un petit peu de stratégie, qu'est-ce qui se passe? Chez Arval, historiquement, la voiture est évidemment au centre, a toujours été au centre. C'est d'une certaine manière l'ADN d'Arval, c'est la voiture et les services qui sont autour. Et dans le cadre de la nouvelle stratégie qui a été implémentée en fin de l'année passée, mois de novembre, mois de décembre de l'année passée, on a aussi changé, par exemple, notre tagline qui était... J'oublie toujours notre tagline, évidemment. We care about your car, we care about you. Ça, c'était le tagline. Et on a changé en direction de For the many journeys in life. C'est-à-dire, c'est un tout autre mindset. C'est-à-dire, c'est plus la voiture qui est au centre, mais c'est la mobilité qui devient au centre. Et la stratégie va dans la direction que Arval, comme société aussi, va offrir de la mobilité dans toutes ses facettes, avec la voiture au centre, mais avec une diversification autour de tous les autres services, la mobilité alternative, le vélo évidemment, qui est, je dirais, un des grands succès. On est en train d'introduire des plateformes de mobilité, et il y a des cartes de paiement, etc., pour justement avoir une autre approche pour se déplacer. Alors, je vais m'adresser à Xavier et à Tine. Alors, est-ce que vous observez la même chose? Donc, c'est une espèce de lente évolution. Quel est, votre regard sur cette thématique? Je confirme cette évolution. Et d'ailleurs, chez Touring, on a toujours pensé que ce n'était pas la voiture ou un autre moyen de mobilité, c'est la voiture et les autres moyens de mobilité. Et tous les développements qu'on voit aujourd'hui sur le marché vont dans ce sens-là. Ce ne sont plus les sociétés qui décident, ce sont les consommateurs qui vont décider de la façon dont ils vont se déplacer en fonction du temps, en fonction de leur temps, en fonction de leur envie. Et c'est aux prestataires de services à permettre à ces gens de trouver les solutions adéquates. Alors Tine, vous, en pratique dans votre entreprise, puisque vous êtes responsable du service Fleet, est-ce que vous observez ça et comment est-ce que vous avez accompagné ce changement de mindset finalement? Tout à fait, je rejoins monsieur là-dedans. Chez nous, les consultants, quand on parle de voiture et de Fleet, moi je parle de mes conducteurs et les consultants. D'accord. Je suis plus axée sur l'humain que sur le matériel, que la voiture. Et en effet, chez nous, mais c'est déjà un public assez spécifique, les consultants. Mais la voiture reste en effet roi. Donc vous dites que c'est un public particulier, ça veut dire qu'ils utilisent beaucoup la voiture. Ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix, donc il y en a. Mais
chez nous, il faut savoir, les consultants sont mis chez des clients. Alors aujourd'hui, c'est dans Bruxelles, Voilà. demain, c'est à Gand ou à Charleroi. Donc, c'est un peu difficile et c'est très divers. Donc, mais la voiture reste roi chez nous, de toute façon, et je crois qu'elle restera roi toujours. Le vélo aussi, mais le transport en commun aussi. Parce que chez nous, on donne et la voiture et le transport en commun. Et on essaie de se concentrer sur les besoins du consultant même. D'accord. Donc vous partez du consultant et donc vous proposez une combinaison Assez de large transport. déjà, oui. Évidemment, je rejoins un peu partout tout le monde. Il faut aussi savoir qu'on est quand même dans une période charnière ici. Ce n'est pas le corona que d'un coup, on a tout changé. C'était déjà bien avant. Ça a accentué l'histoire. Mais le home working, moi, je me pose aussi la question, maintenant tout le monde parle du home working et on sort des chiffres. Mais avant le corona, qui calculait, qui tenait des chiffres de quel home working on faisait? Donc maintenant on dit le home working a explosé, mais avant il y avait aussi déjà du home working. Tout à fait. Chez nous il y en avait. Et le home working c'est aussi une question de confiance qu'on a. Alors, je vais m'adresser à vous, Philippe, parce que Tine vient de parler des solutions alternatives de mobilité. Et j'ai cru comprendre que la Belgique était quand même précurseur, on est quand même en avance par rapport à la plupart des pays européens qu'on a sondés, qu'on a étudiés. Ça, c'est tout à fait correct. Je crois sûrement les Pays-Bas, c'est aussi un pays qui est très loin, peut-être encore un petit peu plus loin que la Belgique, mais on est dans tous les cas parmi les top pays à ce niveau-là. C'est-à-dire des pays, surtout tout ce qui est la mobilité B2B, qui ont différentes solutions qu'on peut proposer, qui ne sont pas uniquement liées à la voiture. C'est vraiment la voiture, mais c'est aussi surtout c'est lié aujourd'hui à un budget de mobilité. Oui. Ça, c'est, je crois, une des grandes différences par rapport à d'autres pays où, pour le moment, on a un budget pour une voiture, mais ici, on a cette transition qui va vers la direction vers un budget de mobilité qui aide à faciliter, les différentes manières de bouger entre son domicile et son travail, pour ses déplacements professionnels, mais aussi pour les déplacements privés. Et on essaye d'offrir, dans ce cas, un budget de mobilité qui reste finalement le même qui était avant là, uniquement pour la voiture, pour offrir des alternatives différentes. Et vous parliez tout à l'heure, vous parliez d'une application justement pour gérer son budget mobilité. Alors, est-ce que ça prend je vous poserai après la question. Est-ce que ça intéresse les clients ou est-ce que c'est juste un objet technologique de plus qu'on peut télécharger sur son portable ? Je crois qu'on doit un peu faire la différence entre peut-être tout ce qui est le B2C et le B2B, c'est-à-dire dans le B2C, bon, il y a probablement pas mal d'utilisateurs qui sont intéressés, mais nous on essaye d'offrir ça dans un contexte beaucoup plus B2B et on est, je dirais, c'est quelque chose qu'on y croit. Je crois que ça va être... surtout quand on a un budget de mobilité qui est peut-être quand même assez limité, et on ne sait pas dans quelle direction ou si ça va aller, fiscalité et tout, mais on aura un budget de mobilité qui sera plutôt limité. C'est comment l'utiliser de la manière la plus efficace. Il y a la partie voiture qui est une partie fixe, mais alors pour un déplacement, surtout par exemple direction centre-ville, pour des sociétés au centre, comme vous dites, vous avez des consultants au centre-ville, etc. Des endroits qui sont peut-être un peu plus difficiles à accéder en voiture. C'est une excellente, évidemment, ce sont des excellentes solutions. Si on parle de multimodularité, c'est-à-dire de combination, on prend une partie la voiture, une partie le vélo, une partie transport public, etc., de pouvoir vraiment gérer de manière le plus efficace son voyage d'un point A à un point B. Et c'est quelque chose qu'on est en train de tester, de développer et qu'elle on y croit dans le futur, mais je ne crois pas qu'on y est déjà, qu'on a aujourd'hui, que le marché est 100% prêt pour ça, mais ça va venir dans... très bientôt. Je vois Tine qui opine du chef. Oui, parce que tout c'est le cash for car, hein, parlons-en aussi, le cash for car, le plan mobilité. Nous, le cash for car, on l'avait inséré, et puis pouf, quelques mois après, il est annulé, il n'a pas de succès. Moi, mon opinion là-dessus, c'est bien, il n'a pas de succès, mais attendez, le temps d'étudier l'histoire, d'implémenter l'histoire, de le présenter au management, de le faire savoir à tous les consultants. Et puis d'un coup, on dit, il n'a pas de succès. Nous, on avait déjà une quinzaine de personnes. Maintenant, il n'y a plus. OK, on change son fusil d'épaule, on passe au plan mobilité fédéral.
ça aussi, il faut l'implémenter. Il faut lire les petites lignes. C'est pas fait en Donc, claquant des On doigts. ne vous laisse pas assez de temps, en fin de compte, pour voir l'impact. Et puis, ça change. Et puis, notre nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'il va décider? Alors, c'est bien, il y a des gens qui s'inscrivent dans ce plan-là, et puis ça change. Il faut changer. Le CO2, c'est pas clair. On était, Philippe et moi, à une présentation la semaine passée de Link to Fleet. Tout le monde le dit. Il y a tellement de choses, tout change. Il y a tellement de produits aussi sur le marché. On n'est pas encore tout à fait prêt. Et c'est vrai, on va vers là, mais je le répète, on est dans des années charnières et c'est le plus difficile. Et tout change, oui, mais il faut suivre. Et la Belgique doit aussi suivre. Très bien, je pense que le message est passé. Alors je m'adresse aux téléspectateurs. Je n'ai pas encore de questions, donc vous n'hésitez pas. Si vous avez envie de poser une question à nos invités, ils sont là pour ça. On va parler avec Vincent. On en a déjà parlé, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur donc le home working. Alors Tine dit que chez ses consultants, c'était déjà le cas, mais avec le coronavirus, avec la crise du coronavirus, il y a des entreprises qui ont dû mettre en place le télétravail. Télétravail, en tout cas c'était le cas pendant le confinement, qui dit télétravail dit moins de kilomètres parcourus. Alors, quid des contrats de leasing? Est-ce qu'il a fallu les changer? Est-ce qu'il a fallu s'adapter? Quelle est la situation? C'est vrai qu'il y a eu, en tout cas nous en tant qu'observateurs évidemment dans le leasing, on a vu une grande baisse du nombre de kilomètres roulés. Alors, pour Arval, je dirais pour les sociétés de leasing en général, c'est un impact plutôt neutre. Mais disons que l'impact pour les clients, c'est tout simplement on recalcule pour eux des contrats. Donc les contrats deviennent soit on allonge la période, la durée du contrat, ou bien évidemment on va diminuer le kilométrage total du contrat. Donc je dirais que est-ce que pour nous, c'est un impact en tant que leaser, ça a en fait peu d'impact. Et puis, peut-être ça permet aux entreprises de justement goûter à ce qu'elles n'osaient peut-être pas faire avant, c'est-à-dire de se lancer dans le télétravail et de, peut-être à marche forcée, d'adapter une organisation en interne qui permet justement à l'entreprise de fonctionner avec des travailleurs qui ne sont pas sur le site. Tine, vous aviez... Ouais, moi, je crois qu'il y a des métiers qui se prêtent extrêmement bien au télétravail. Il y a d'autres métiers où c'est beaucoup plus compliqué. Tout dépend, je dirais, du type de travail. Ça dépend aussi du type de génération. Je crois qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus aptes à s'adapter à du télétravail. Mais bon, télétravail ne veut pas dire immobilité. Au contraire, je crois que télétravail veut aussi dire être mobile pour retourner au travail si nécessaire. Et donc tout ça aussi, ça implique des solutions en fonction de la typologie du travail en question. Alors Tine, vous en interne, quelle solution est-ce que vous avez implémenté? Est-ce que vous en avez implémenté justement? Est-ce que vous avez prolongé des contrats de leasing ou est-ce que ce qui existait a pu continuer malgré la crise? En effet, on a fait un peu la même chose que tout le monde quand le confinement a été appliqué. On a demandé à Arval de diminuer nos kilomètres. Bon, tout le monde attend un peu. On ne sait pas, on se disait en septembre tout va reprendre. On voit en effet encore toujours la consommation aussi de notre fuel qui diminue. Ça n'a pas encore tout à fait repris. On a pensé annuler les abonnements qu'on avait en transport en commun. On ne l'a pas fait non plus, on a gardé. Et pour l'instant, on attend un peu, comme tout le monde. Donc, mais on a évidemment aussi plus de home working. Nous avons chez nous, au bureau, 3 étages. On a fermé un étage. Pas fermé, mais bon, on ne le nettoie plus, il n'y a plus d'électricité. Beaucoup de consultants font du home working, oui. Et les gens qui font de l'administratif, on leur laisse le choix. Moi, je retourne encore tous les jours au bureau. Je suis dans les personnes qui ne s'adaptent pas à du home working. Je vois qu'il y a beaucoup de mes collègues plus jeunes qui sont comme un petit poisson dans l'eau pour du home working. Oui. Mais ça, c'est très personnel. Et là, je crois qu'on va devoir voir dans le futur comment on se comporte. En effet.
On est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, dans une période charnière, on ne voit pas encore Voilà, et vers où on va. personne n'a la boule de cristal, donc dire on va faire ça, c'est un peu dangereux ça. Je crois qu'il faut évoluer et voir au moment même, être souple. D'accord. Vous parliez d'évolution, la mobilité alternative. Est-ce que, vous l'avez un petit peu souligné, j'imagine que le corona est venu jouer un petit peu les troubles faits. Vous le disiez tout à l'heure, les transports en commun, c'est plus trop à la mode. Par contre, les vélos en location, on se jette dessus. Ça, c'est vélo en location, une partie, mais je dois dire tout ce qui est par exemple, le leasing de vélo, qui avait très bien démarré les derniers 2 ans. Là, on a vraiment vu un changement carrément assez dramatique, c'est-à-dire la demande de vélos, de leasing de vélos, etc., et a fortement augmenté. Alors là, c'est vraiment concrètement quelque chose qui est lié à ça. L'impact sur d'autres moyens de mobilité, c'est un petit peu peut-être un peu différent. Je dirais tout ce qui est par exemple voiture de partage, je m'imagine ça reste plus ou moins stable. Bon, il y a des règles d'hygiène à suivre, mais bon, c'est plus ou moins. Tout ce qui est vélo de partage, là, je crois aussi même un impact plutôt positif. On en voit énormément dans la ville. Qui bougent, les gens qui les utilisent, etc. Par contre, tout ce qui est les scooters, où on doit mettre un casque, etc., bon, il n'y a pas tout le monde qui a envie de mettre un casque. Et c'est pour des raisons d'hygiène. C'est-à-dire que le c'est vélo, tout à avec fait. une lingette, on peut le nettoyer, alors que le Absolument. casque, Voilà. c'est un petit peu plus... C'est-à-dire, moins vélo ragoûtant. partage, pas de souci, je prends ça aussi. Mais voilà, pour le moment, les scooters, je sais un petit peu. Mais j'ai une question du public, justement, qui Oui. va me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire. Et on nous demande, voilà, le leasing de vélo est populaire aujourd'hui, c'est ce que vous venez de nous Absolument. exposer. Et la question est, est-ce que ça va continuer à être le cas? Parce que là, on est dans une espèce de période charnière, comme vous disiez, on ne sait pas vers où on va. Est-ce que, à votre opinion, est-ce que ça va se poursuivre Moi, je suis convaincu que oui, parce que bon... je dois dire, il y a aussi tout ce qui est l'infrastructure qui facilite, je dirais, le déplacement en vélo qui est en train d'évoluer. Bon, je dois dire, prenons un exemple, comme par exemple à Bruxelles, où vraiment sur les grands axes, ils enlèvent une bande pour ajouter des pistes cyclables, etc. On voit quand même énormément d'investissements aussi à ce niveau-là, surtout à Bruxelles, mais aussi en Flandre, la Wallonie, je sais un peu moins à ce niveau-là. Oui. Mais il y a beaucoup qui se passe à ce niveau-là. Et je crois que les vélos sont aussi on parle surtout de vélos électriques, évidemment, qui facilitent aussi vraiment le déplacement, tout ce qui est le lieu domicile, le lieu de travail. Et ça, c'est quelque chose que j'y crois. Maintenant, c'est aussi vrai, c'est quelque chose qui a démarré aussi un peu plus, ou qui a été intensifié avec tout ce qui est Corona, c'est-à-dire c'était en printemps, il y a eu maintenant l'été, c'est-à-dire il fait beau, une journée comme aujourd'hui, c'est super de venir en vélo et tout. Bon, si on aurait la même discussion, début décembre, fin janvier, c'est pas un petit peu différent. Mais je crois pendant 9 mois sur 12, c'est quelque chose qui va continuer à avoir un grand succès. Oui, et c'est pour ça que je suis d'avis également que ce n'est pas une infrastructure voiture qui doit donner de la place au vélo. Je crois qu'il y a de la place pour les deux. Oui. Et donc, il faut soigner l'infrastructure pour les véhicules, soigner les infrastructures pour le vélo qui va inciter les personnes à utiliser le vélo électrique. Et donc, l'un n'est pas contre l'autre. Je crois qu'il y a des solutions dans les grandes villes, plus particulièrement à Bruxelles, où les deux moyens de transport ont leur place. Donc vous êtes plutôt favorable à une combinaison Absolument. Des moyens de transport. Je crois qu'il y a assez d'exemples dans beaucoup de villes étrangères où il y a de la place pour la voiture et pour le vélo. Et moi, j'estime que c'est une mauvaise idée de réduire la mobilité du véhicule et donner plus de place au vélo. Je crois qu'il y a des choix à faire. Il y a des études qui ont lieu d'ailleurs pour donner la place aux deux moyens de transport. Je crois que c'est tout à fait compatible. Mm-hmm. Peut-être je vais ajouter quelque chose à ce niveau-là qui va dans la même direction, c'est-à-dire quand on parle aujourd'hui de budget de mobilité qui remplace d'une certaine manière, je dirais, le budget qui était uniquement pour la voiture, on voit clairement les gens ne partent pas de la voiture. Ils prennent peut-être une plus petite voiture et ils le combinent avec un autre moyen qui peut être par exemple le vélo, mais qui peut être aussi un abonnement pour vélo de partage ou bien un abonnement de transport public. C'est la complémentarité, la modularité, et pas qu'on a « ah oui, j'ai ma voiture et j'ai rien d'autre ». C'est la combinaison de différentes choses qui facilite, je crois, la mobilité. Alors j'ai une question pour Xavier. Quel rôle voyez-vous pour Touring
dans cette mobilité alternative? Ben nous, on évolue, tout comme les sociétés de leasing. Quand j'entends Philippe qui évolue au niveau de la multimobilité, nous, en tant qu'organisation, nous évoluons aussi pour assister nos clients dans la multimobilité. Et donc, un exemple très concret est l'importance du véhicule électrique dans les dernières années. Nous nous adaptons pour pouvoir aider les utilisateurs de véhicules électriques. Nous avons plusieurs boosters qui roulent dans le pays, justement pour aider les voitures électriques à recharger leur batterie. Oui. Donc nous nous adaptons aussi en fonction du vélo électrique. Nous avons aussi des services à proposer et de l'assistance à proposer pour assister les vélos électriques. Donc on s'adapte en fonction de la mobilité de nos clients. Vincent, Oui. alors on l'entend, c'est plutôt une combinaison de véhicules. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être qu'on aura moins de leasing voiture? Est-ce que vous pensez que la voiture est quand même en danger? On pourrait le croire, mais en fait, en tant que leaser, on ne le pense pas. Alors on a évidemment de bonnes raisons pour le penser, pas seulement parce qu'on est dans le métier, mais tout simplement aujourd'hui, si on regarde donc le véhicule de leasing, les véhicules en fait sont bien ancrés dans les entreprises, donc c'est une rémunération qui est fortement demandée par le personnel. Deuxièmement, on pourrait se passer dans la vie d'un véhicule, mais il faut aussi, au niveau professionnel par exemple, mais il faut compter aussi sa vie privée, c'est-à-dire aller déposer et rechercher ses enfants, ses loisirs, etc. Alors, l'employeur pourrait dire, voilà, finalement, par exemple, avec le télétravail que moi maintenant j'accorde, finalement, l'investissement que je fais dans un véhicule, la part professionnelle réservée est trop faible par rapport à la part privée, et donc pourrait être tenté de mettre à disposition une indemnité de mobilité. Et maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que le private lease monte, donc je dirais le service de leasing aussi passe Il y a un déplacement. au niveau du privé. Donc, je dirais, est-ce que la voiture est morte? Non, parce que la voiture a quand même une certaine utilité. Mais par contre, comme Philippe le disait, les entreprises pourraient dire, voilà, on diminue finalement le budget des véhicules, et alors avec la part réservée, on investit dans la mobilité alternative. Alors, vous pensez que la voiture n'est, entre guillemets, pas morte. Alors, les chiffres de 2019 sont impressionnants. Oui. Est-ce que... Il y a une baisse, j'imagine, avec la crise du coronavirus, où on a beaucoup moins d'immatriculations. Alors effectivement, je dirais, c'est dramatique pour les acteurs du secteur, je dirais les constructeurs. Au niveau du leasing, enfin au niveau d'Arval, on a une légère baisse en fait de chiffre d'affaires, mais donc ou des commandes qui sont en fait compensées par tout simplement les véhicules qui sont en flotte, et par l'allongement en fait des contrats de leasing. Donc je dirais le leasing n'est pas trop impacté par cette baisse. Il faut aussi compter la problématique opérationnelle, par exemple les retards de livraison qui ont eu, le retard de livraison de pièces, parce que tout simplement, à un certain moment, le monde s'est un petit peu arrêté, quoi. Donc, période un peu difficile. Vous pensez autour de la table que la voiture n'est pas morte. Et j'ai envie d'aborder la question de l'écologisation de la flotte, donc une flotte plus verte. On a déjà abordé la question des combinaisons énergétiques. Alors, quelle est la stratégie d'Arval, par exemple, à ce sujet-là Alors en fait, peut-être revenir sur un historique. En 2017, donc un peu plus de 80% de la flotte était du diesel chez Arval. Arval est le leader belge, donc en fait, on a une bonne image du marché en Belgique. Et donc, il y a eu plusieurs événements sur le marché. Il y a eu le cas du diesel, etc. Mais surtout, depuis quelques années, il y a quand même une conscientisation de la part de l'entièreté des stakeholders, donc des entreprises, des employés, des gens de manière générale, donc sur l'écologie. Nous, notre réponse a été, premièrement, de conscientiser
les entreprises à ce niveau-là. Donc on a sorti différents white papers, un white paper sur le diesel shift, un autre sur les consommations réelles des différents types de motorisation, un troisième cette année-ci sur les véhicules électriques. À côté de la conscientisation, des actions claires, donc on a créé une méthodologie qui s'appelle la méthodologie SMART, donc qui tend à stratégiquement calculer, à définir les ambitions écologiques, donc CSR comme on dit, ou responsabilité sociétale d'entreprise. D'une entreprise, donc à définir ses ambitions et à pouvoir les calculer et à voir quel serait l'impact au niveau de l'opérationnel. On a créé aussi des outils parce que la stratégie d'Arval, ça n'est pas de dire que le diesel est mort, mais que finalement, à chaque type de profil de conducteur correspond un type de motorisation. Alors, un exemple, vous pouvez par exemple rouler 80 000 km par an avec un véhicule électrique, mais étant donné les autonomies de véhicules électriques à l'heure actuelle, ben, vous allez tout le temps devoir charger. Donc, opérationnellement, ça devient très difficile. Donc, on a élaboré un outil qui est à la disposition du public, où les gens peuvent vérifier l'adéquation entre leur profil et le type de motorisation. Et puis voilà, il y a eu, je dirais aussi un engagement d'un mobility manager, de Philippe. Il y a différents produits qu'on a mis aussi sur la table, le bike lease, etc. quoi. Mais alors, quelle est la part entre voitures essence, diesel, hybride, électrique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les chiffres leasing, toutes sociétés confondues, nous donnent donc une part de diesel à 57%, le pétrole à 30%, tout ce qui est plug-in hybride à 10%, et pour les véhicules purement électriques, on est aux environs des 2,5%. Et pour Arval, en fait, on a l'ambition, donc cette année-ci et les années suivantes, de doubler la part de marché du développement électrique dans le leasing. Ok. Alors, j'avais envie de rebondir là-dessus, sur les véhicules électriques. C'est dans la presse de ce matin, donc c'est dans les pipelines. 2026, interdiction des voitures diesel-essence. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Qui a envie de répondre à cette question ? Xavier. Moi, je crois que c'est une piste intéressante, mais de là à aller... de passer à 3%, comme je peux entendre, à 100% en 5 ans de temps, moi je crois que c'est tout à fait irréaliste. De plus, il faut bien se rendre compte que l'infrastructure de bornes de recharge ne suivra pas à cette cadence. Donc je crois qu'en effet, on doit, en tant que secteur ou représentant du secteur, on doit avoir de l'ambition d'aller vers une flotte beaucoup plus écologiste, mais soyons raisonnable par rapport à l'évolution. Je crois qu'il est clair aussi que la flotte professionnelle en Belgique est sans doute la flotte la plus verte, avec le moins d'émissions. Je crois qu'on a quand même cette ambition également de la rendre de plus en plus verte, mais il faut aller à un rythme convenable, raisonnable, et ne pas lancer des idées comme trop souvent, je rejoins Tine, trop souvent lancer des idées qui ne sont pas réalistes et pas réalisables. Donc je crois que oui, c'est une bonne piste, mais allons doucement, mais sûrement. Oui, parce qu'actuellement, je pense que les voitures hybrides, elles sont encore minoritaires dans les flottes en Belgique, il me semble. Alors oui, c'est vrai, elles sont encore minoritaires. Maintenant, comme Xavier l'a dit, on ne peut pas aller plus vite que le développement, à la fois économique des entreprises, parce que Tine parlait tout à l'heure de tout ce qu'il y a à mettre en place avec le cash for car, etc. Je veux dire, il faut le temps que les entreprises s'adaptent dans leur process. Il y a des installations à mettre dans les entreprises, il y a des bornes qui sont... pour donner un exemple, il y a 7400 bornes en Belgique, il y en a 55 000 aux Pays-Bas. Voilà. Donc il faut que les entreprises aussi puissent mettre des bornes sur le travail. Puis aussi les constructeurs. Donc il faut qu'il y ait un développement technologique. Aujourd'hui, les constructeurs mettent les bouchées doubles pour pouvoir adapter toute leur gamme avec des véhicules soit 100% électrifiés ou partiellement électrifiés. Voilà, ça ne se fait pas. Il faut vraiment faire un shift dans la conception même du business model du véhicule. Oui, et alors 2026, on a tous compris que c'était irréalisable. Est-ce que vous voyez une projection, vous Philippe par exemple ?
Une projection, c'est difficile à dire, mais je crois 2026, c'est tout à fait, ce n'est pas réalisable, Bon, ce n'est pas sortons de réaliste. 2026, Oui, mais si on devait mettre des balises, est-ce qu'on aura un jour une flotte complètement verte? Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible parce que bon, il y a plein d'évolutions aussi, une évolution technologique. Il va y avoir des batteries de plus en plus efficaces, etc. Et je crois que ça va aller dans la bonne direction. Pour le moment, disons à très court terme, il y a aussi le choix de voitures électriques. Bon, il y a aujourd'hui le double que ce qu'il y avait il y a un an, mais ça reste encore quand même un choix très très limité. Il y a un bon choix pour tout ce qui est le haut de gamme. Il y a un choix qui est pour qui est le bas de gamme, mais tout ce qui entre, qui est vraiment typiquement les voitures aujourd'hui prioritaires dans le domaine du leasing, ben là, le choix reste quand même assez limité. Et on n'y est pas encore. Mais je suis convaincu que dans les 10 ans à venir, probablement une majorité des véhicules leasing seront des véhicules électriques. Là, je n'ai pas de doute, mais ce ne va pas aller si vite qu'on croit pour les raisons qui viennent d'être citées. Tine, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que des voitures électriques pour tous vos consultants, est-ce que c'est envisageable? Aujourd'hui, non, parce qu'on les charge où? Moi, je veux bien en mettre dans ma flotte et mes consultants le demandent tous les jours. Je leur dis aujourd'hui, je te donne une voiture électrique. Demain, tu pars, la voiture revient dans ma flotte. J'en fais quoi? Je vais voir Google Earth pour le petit nouveau qui arrive, pour voir s'il peut charger de sa voiture. Mais non, je fais quoi avec mes voitures électriques à ce moment-là? Nous, on a beaucoup de jeunes consultants. Eux, ils n'habitent pas dans une villa où on peut mettre une borne. Ils habitent dans des appartements. Et on fait quoi avec les gens qui habitent dans des appartements pour charger les voitures? Donc, comme je le disais, c'est bien, j'applaudis, mais il faut qu'on soit tous prêts. Je rejoins un monsieur ici, il faut de l'infrastructure et pas aller chez Ikea et attendre 2 heures de charger sa voiture. Ou comme Philippe disait ce matin, il a une borne devant sa porte. Ah oui, mais bon, voilà, elle est chargée. Et on fait quoi? On sort en pyjama à minuit pour aller charger sa voiture? Oui, Moi, j'ai fait des tests de voitures. voitures électriques, ça m'a stressée. Oui. Les jeunes, c'est pas comme je charge mon GSM le soir. Hein. Oui, et alors, on oublie de charger la voiture. On fait quoi le matin? Donc, on n'est pas prêt. J'ai l'impression que vous vouliez rebondir sur ce que Tine est en train de Non, dire. je confirme tout à fait. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Et donc, effectivement, dans des blocs d'appartements, aujourd'hui, il y a X prises pour un garage de 30 ou 40 véhicules. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas tout le temps la possibilité de pouvoir recharger son véhicule la nuit. Donc, il y a certainement un problème d'infrastructure qui est en développement, hein, soyons clairs à ce point-là. Mais comme il y a un retard notoire par rapport à nos pays voisins, et plus particulièrement les Pays-Bas, je crois que ce travail va demander du temps. Et donc, tout doit aller en équilibre en fonction de l'infrastructure qui sera mise à disposition des automobilistes. Alors, j'ai une réflexion, parce que les Pays-Bas, c'est un pays que je connais bien. Les infrastructures sont effectivement, il y a des bornes dans toutes les rues, mais si on passe au tout électrique, tout le monde ne pourra pas charger dans ces bornes. Donc ma réflexion est-ce que c'est logique de vouloir du tout électrique ou la combinaison est peut-être la solution la plus pragmatique? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Oui, absolument. Je crois que c'est probablement la seule solution réaliste. Je veux dire... Bon, il y a tout ce qui est les bornes de rechargement publics, je dirais, mais bon, il faut aussi penser toutes les sociétés. Bon, aujourd'hui, il y a des sociétés avec des parkings pour 1000 voitures, pour 1000 véhicules, etc. Bon, ils doivent aussi avoir la possibilité d'avoir 1000 ou du moins 500 bornes pour pouvoir charger tous ces véhicules. Et ça va prendre du temps. Il y aura des investissements liés à ça. Il y a aussi tout le réseau d'électricité qui doit être adapté. Je veux dire, c'est aussi pas toujours évident qu'on peut tout simplement ajouter une dizaine, vingtaine, centaine de bornes sur un site. Tout ça faut prendre ça en considération et pour mettre tout ça en place. Mais ça va venir et ça va aller dans cette direction, mais peut-être pas aussi rapidement que certains aimeraient bien. Il faut commencer quelque part, je suis d'accord. Absolument. Oui, il faut lancer l'idée et puis il faut y travailler, mais il faut être constructif, il ne faut pas lancer comme ça et puis voilà. Alors constructif, vous verriez quoi, vous, pour votre entreprise? C'est pas dans ma petite entreprise. Je compte sur les constructeurs, sur le gouvernement.
il faut adapter. Donc c'est une coordination que vous de- demandez. Absolument. Voilà, Oui. voilà, et pas mettre la responsabilité chez les entreprises ou chez les leasing ou chez les car dealers ou les constructeurs. Non, c'est le gouvernement, ils doivent prendre leurs responsabilités. Et comme il dit, il faut construire ça. Il ne faut pas d'un coup lancer l'idée et puis voilà, c'est dit. Mais je vous remercie beaucoup. Ce débat arrive à sa fin, donc je vais remercier mes invités, donc Philippe Kahn, Vincent Houard, Xavier Debuc et Tine van Grundenbeek. Et je remercie également les téléspectateurs qui nous ont suivis de chez eux ou du bureau en streaming. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.